Quand on est appelé à réfléchir sur un thème, Cheikh Anta face à l'esclavage, paradigme de la honte ou de la Renaissance africaine, alors, et qu'on soit devant une problématique très bien dégagée, devant un terrain très bien balisé, ça devient à la limite facile. Le seul hic, c'est que dans de pareilles circonstances, entrer au fond du sujet ne sera pas facile pour plusieurs raisons. La première, c'est que souvent ces genres de rencontres commencent tard. Quand ça commence, les gens sont déjà épuisés. Les gens ont d'autres engagements à 1 minute ou 2 minutes ou 5 minutes près. Et souvent, on est obligé d'aller plus vite pour ne pas retenir les gens trop longtemps. La deuxième, c'est que quand on parle à un auditoire, on ne sait pas, alors, est-ce qu'on est en train de dire les bonnes choses? Est-ce que nous sommes en train de répondre à leurs propres problèmes? Ou bien est-ce que nous sommes en train de parler dans le vide ou dans les généralités? Quoi qu'il en soit, c'est un thème qu'il faut essayer de développer, c'est une problématique à laquelle il faut essayer de répondre. Et la problématique, elle est précise, elle est claire. Cheikh Anta, face à notre propre histoire, est-ce une histoire à laquelle nous devons nourrir une honnie, ou bien face à laquelle nous devons être fiers et partir de cette fierté pour mettre en œuvre, mettre en branle, mettre en pratique la Renaissance africaine. M. Touré vient de dire des choses très importantes sur l'histoire, qui est fondamentale, et Cheikh Anta disait qu'il est nécessaire à tout peuple de connaître son histoire et de préserver sa culture nationale. Si ce n'est pas encore fait, c'est un devoir de le faire, et l'État a l'obligation de nous apprendre notre propre histoire, et il est tout à fait heureux de voir qu'aujourd'hui, ce sont les élèves eux-mêmes qui descendent dans la rue et qui demandent que notre propre histoire soit enseignée dans nos écoles. Cette histoire qui nous réunit aujourd'hui est une histoire douloureuse qu'on appelle l'esclavage ou encore la traite négrière. Mais il y a une histoire beaucoup plus douloureuse que les gens oublient ou une histoire sur laquelle on revient très rarement, c'est la traite arabe. Avant les Occidentaux, ce sont les Arabes qui étaient déjà chez nous et qui ont fait des choses atroces au peuple africain. Ensuite, parce que l'Afrique est un continent choyé pour ses richesses, pour sa position stratégique, pour ces vaillants hommes qui ont la mélanine dans leur peau, pour la docilité entre guillemets des peuples africains et leur innocence entre guillemets, c'est-à-dire leur cœur pur. Et c'est pourquoi quand on a découvert l'Amérique en 1492, quand Colomb a fait sa visite en Amérique, aujourd'hui, il est reconnu qu'avant Christophe Colomb, c'est Bakary II qui a déjà visité l'Amérique. Mais quand on nous apprend notre propre histoire, quand le vainqueur nous raconte notre propre histoire, alors il le fait en sa faveur. On a trouvé sur place des populations qui étaient incapables de résister aux dures conditions environnementales, climatiques de l'Amérique. Il fallait trouver d'autres populations capables de mettre en valeur ces terres vierges. Et c'est à partir de ce moment que les Européens, les Hollandais, les Portugais, les Français, les Espagnols ont fait la ruée vers l'Amérique, ce qu'on appelle la ruée vers l'or, pour d'abord exploiter l'or. Mais ils se sont rendus compte qu'au-delà de l'or, l'Amérique a des potentialités agricoles énormes. Et les populations amérindiennes autochtones ne pouvaient pas résister aux dures conditions climatiques, alors en mettant en valeur ces terres vierges. C'est à partir de ce moment que l'idée est venue de se rapprocher de l'Afrique. Et c'est le premier contact entre l'Afrique et l'Europe. Et les Européens
en réalité, n'étaient même pas à l'intérieur de notre continent, parce que l'Afrique restait encore un mystère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont établis sur la côte africaine, parce que si vous regardez le planisphère, c'est l'océan Atlantique qui traverse toute la côte ouest de l'Afrique et qui relie effectivement l'Europe, séparée par l'Afrique par la Méditerranée. Et à partir de l'Atlantique, on peut quitter les États-Unis, venir en Afrique et traverser également l'Atlantique pour aller en Europe. Et ils se sont établis tout le long de la côte africaine en mettant en place des comptoirs commerciaux, alors qui leur permettaient de recruter des Africains comme nous, d'où la responsabilité des Africains dans la traite, qui allaient à l'intérieur de notre continent prendre des esclaves, les amener à la côte pour être vendus dans les maisons de traite, pour être après expédiés, exportés, déportés en Amérique. Mais la question qu'on doit se poser, c'est de savoir, mais pourquoi les Européens ont pensé aux Africains? La réponse, elle est simple, parce qu'ils considéraient les Africains comme étant des chèvres, des moutons, comme étant des ânes, en tout cas tout sauf comme des êtres humains. Et vous comprenez pourquoi Cheikh Anta, toute sa vie, comme il l'a dit lors de la conférence de Niamey qu'on vient de visionner en 1985, il est décédé en 1986, un an après. Cheikh Anta, son combat, c'était de corriger la perception que le blanc avait sur le noir au point de le traiter comme un sauvage et un barbare. Et c'est extrêmement important que Cheikh Anta nous inspire. Parce que quand on parle de Cheikh Anta, on est dans les idées, on est dans le progrès. Et les idées et le progrès sont contradictoires à la chair. Le ventre, le manger, le boire. Nous sommes dans les idées et ce sont ces idées-là qui permettent aux Africains de se connaître, qui permettent aux Africains de s'émanciper, de se libérer, de se développer. C'est pourquoi j'invite souvent les jeunes, Club Cheikh Anta et les autres, à ne pas lâcher prise. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ça peut sembler un peu, comme l'a dit M. Touré, la minorité qualitative, mais je vous invite davantage à vous intéresser à votre propre histoire. Tant que les jeunes générations ne s'intéressent pas à leur propre histoire, l'Afrique continuera d'être la vache laitière des pays développés. Et c'est notre sous-développement qui fera le développement de ces pays-là. Et est-ce que nous devrons accepter, nos Africains, d'être toujours des pauvres, pays pauvres, très endettés, être dans des classes de 80 à 90 élèves, avoir une seule voie autoroute à péage? Est-ce que nous devons continuer de ne pas avoir des métros chez nous? Est-ce que nous devons continuer à vivre dans la pauvreté, à manger un repas, 2 repas par jour, jusqu'à la fin du monde en espérant un paradis à l'au-delà? Est-ce que nous devons continuer à penser comme ça? Non! Les choses doivent changer. Parce que toutes les ressources qui permettent à un pays, à un continent de s'émanciper sont en Afrique. Et ça, les pays développés le savent. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est nous tromper, c'est nous duper pour que nos richesses servent à les maintenir dans leur position des pays développés. Et on continue de nous endormir en tant qu'Africains en nous faisant boire cette drogue qui fait de nous des esclaves, comme dit Cheikh Anta. Il dit que l'ex-colonisé ressemble à cet esclave qui, libéré par son maître, il parle de la colonisation de 1960, revient au pas de la porte de son maître puisqu'il ne sait plus où aller. Depuis qu'il a commencé, depuis qu'il a perdu sa liberté, depuis qu'il a pensé à développer
un sentiment de subordination à l'égard de son maître, depuis qu'il a pensé qu'il ne peut pas se départir de son maître. Depuis ce temps-là, il pense que tout ce qui est bon en Afrique doit servir aux Européens. C'est pourquoi le message de Cheikh Anta est extrêmement important pour toutes les générations qui passeront en Afrique, tant que nous n'aurons pas compris qu'il est temps que les richesses africaines servent effectivement à la reconstruction de l'Afrique. Et c'est ce message-là du XVe siècle qu'on retrouve au XIXe siècle durant la colonisation et on continue de retrouver pendant cette période néocoloniale. Les Africains sont des sauvages, les Africains sont des barbares, leurs richesses doivent être exploitées au profit de l'homme. Et qui est l'homme? C'est le blanc. Ces comptoirs construits, les Africains corrompus, des esclaves traverser l'intérieur du continent africain pour arriver dans des maisons de traite comme Gorée, comme Ouida, comme dans les autres maisons de commerce qui étaient installées le long de la côte africaine. Et quand ils arrivent, on les faisait courir, on les faisait sauter, on regardait le nombre de leurs dents pour voir effectivement est-ce qu'ils sont capables de travailler dans de dures conditions ou pas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'être nègre que le blanc avait en face de lui n'était pas perçu comme étant un être humain. Il était perçu comme étant un sauvage. On les faisait sauter, on les faisait courir, on regardait le nombre de leurs dents. Et là, des familles entières sont séparées, une mère, un papa et des enfants. Quand l'esclave était maigre comme moi, on le mettait dans une chambre et on l'engrossait. On lui donnait à manger matin et soir pour qu'il soit fort avant de partir, avant de quitter la maison de traite. Cela a duré 400 ans, sans interruption. Et quand l'esclave était malade, on le jetait dans la mer, dans l'océan Atlantique, et il était à la proie des dauphins. Et c'est pourquoi, à un certain moment, alors la côte, particulièrement Gorée, était très fréquentée par les requins qui venaient manger les corps des esclaves qu'on jetait dans la mer. Et par Beng, ces esclaves-là étaient nos ancêtres. Et c'est pourquoi quand on parle de notre histoire, on a le cœur meurtri, parce que ce sont nos parents, ce sont nos ancêtres, que le blanc traitait comme tel pendant 4 siècles, sans interruption. C'est pourquoi quand ils reviennent après, se présenter comme étant nos maîtres en droits humains, si les Africains connaissaient leur propre histoire, si les Africains étaient les maîtres d'eux-mêmes, si les Africains étaient les maîtres de leur propre destin, ils auraient eux-mêmes tracé par eux-mêmes leurs propres droits humains et ne pas copier, ne pas plagier tout ce qui nous est plaqué à partir de l'extérieur. Pendant 4 siècles, les chiffres diffèrent selon les historiens sur le nombre de morts occasionnés par l'esclavage des Européens sur les Africains. C'est des millions d'Africains, et ce ne sont pas n'importe quel Africain, ce sont les braves valides. Des familles ont été déstructurées. Le continent africain a été désorganisé. Et si vous voyez les niasses chez certains peuples africains, ça vient de là, parce qu'il fallait s'identifier par rapport à une communauté pour développer une résistance qui leur permet de ne pas partir. Mais par la force des armes, par la force matérielle, l'Europe a parvenu à nous faire partir par force, par la violence, pendant 4 siècles. Et n'acceptez pas qu'on vous dise que cet esclavage a été aboli par Victor Schœlcher vers la fin du 19e siècle.
L'Europe n'avait plus besoin de nous. La révolution industrielle a déjà démarré. L'homme est remplacé par la machine. L'Europe n'a plus besoin du bras. L'Europe n'a plus besoin des Africains. Et de ce point de vue, on l'abolit. Et dans ce commerce triangulaire, dans cet esclavage, dans ce commerce triangulaire, alors il y a eu des soubassements religieux. L'Église, c'est pourquoi quand le pape Jean-Paul II était venu à Gorée, quand il est entré dans la cave qui se trouve sous l'escalier, quand vous montez l'escalier, il y a une cave qui est là-bas, qui a été réservée aux récalcitrants. Quand le pape en est sorti, il a présenté ses excuses à l'Afrique. Comment est-ce que des hommes qui se disent être civilisés puissent en arriver à une barbarie telle pour satisfaire des besoins purement élémentaires, à savoir la mise en valeur des terres vierges de l'Amérique. Et quand l'Europe s'est rendue compte qu'elle n'avait plus besoin des Africains, l'esclavage fut aboli. Et c'est le début de la colonisation qui a duré un siècle. Donc pendant 5 siècles, l'Afrique est sous la domination occidentale. Et quand il venait, il disait, oui, ce sont des sauvages au XVe siècle. Ce sont des chèvres, ce sont des moutons. Au XIXe siècle, ils se sont rendus compte que la révolution industrielle a démarré. Ils ont besoin de quoi? De matières premières. Ils ont besoin de matières premières. Tchaï tchaï tubab gog dañul ba fi may wax yéen tchaï tchaï gog moo fi nekk. C'est pourquoi Cheikh Anta nous éveille dans nos rapports avec le blanc, entre le président noir et le président blanc, entre le ministre noir et le ministre blanc, entre le directeur blanc et le directeur noir, entre l'élève blanc, l'élève noir, entre l'étudiant noir et l'étudiant blanc. Pour dire quoi? Que Cheikh Anta nous pousse à se démarquer du complexe d'infériorité et de supériorité, en pensant que l'homme noir est incapable de dessiner par lui-même son propre projet de développement. Et quand nous avons besoin d'un projet de développement en Afrique, mais nous allons consulter des cabinets occidentaux qui nous disent, voilà, pour que l'Afrique se développe, il faut passer par ce chemin. Quand nous avons besoin d'aide au développement, obligatoirement, nous allons vers les structures financières dirigées par les lobbies blancs. Et tant que ce cordon n'est pas coupé, nous continuerons, nous Africains, à être éternellement des pauvres. Et c'est pourquoi le discours de Cheikh Anta est plus que d'actualité, et c'est un discours qui gêne, et tous ceux qui reprennent le discours de Cheikh Anta et de Thomas Sankara deviennent la cible de l'Occident. Tous les Noirs qui sont contre ceux qui tiennent le discours de Sankara, le discours de Martin Luther King, le discours de Che Guevara, le discours de Cheikh Anta. Alors les Noirs qui sont contre ne sont que des leviers qui sont activés depuis l'étranger. Parce qu'ils savent que si les Africains prennent conscience que l'Afrique est le grenier du monde, prennent conscience que leur éveil est synonyme de leur renaissance et de leur développement, et par ricochet le sous-développement des autres continents, alors tous ceux qui tiennent ces discours-là seront combattus comme Cheikh Anta l'a été. Au XIXe siècle, ils n'ont plus besoin de la main-d'œuvre, ils ont besoin de matières premières. Ils reviennent pour dire, nous allons leur apporter la civilisation. Mais on leur a dit, mais comment pouvez-vous civiliser des chèvres? Comment voulez-vous civiliser des ânes? Ils n'en ont pas besoin, le monde animal n'a pas l'esprit, il n'a pas l'intelligence. Les Toubabs, ils reviennent et disent, oui, en réalité, ce sont des êtres humains
au 19e siècle. Le discours change, Cheikh Bamba. Ils disent ce sont des êtres humains, mais sans culture, sans civilisation, sans religion. Ils disent nous allons leur apporter la civilisation, nous allons leur apporter la religion, nous allons leur apporter la culture au 19e siècle. Toujours c'est le tchaï-tchaï blanc. Hegel nous traite comme un continent anhistorique. Gobineau dit que nous sommes des sauvages, nous sommes des barbares. Et David Hume dit que nous n'avons pas d'histoire. Et Denis Polm résume toute cette conception en disant, je le cite, terre de désert, de jungle et de misère, l'Afrique était habitée par des peuples que l'on décrivit plongés dans une sauvagerie immuable. Il termine en disant, véritable bétail humain. Hegel dit, l'Afrique, aussi loin que remonte l'histoire, est restée fermée sur elle-même. C'est le pays de l'art, le pays de l'enfance qui, au-delà de l'histoire consciente, est enseveli dans la nuit noire de l'obscurité. Voilà comment est-ce que le blanc percevait l'Afrique et les Africains. Et donc, ils disent que la colonisation a une mission civilisatrice et évangélisatrice. Ils viennent apporter la religion à des âmes noires irrémédiablement païennes. Or, la colonisation avait un seul but, l'exploitation des richesses naturelles du continent africain. Et vous savez que jusqu'au moment où je vous parle, paradoxalement, M. Niang, l'Afrique continue à payer la dette coloniale. Les Africains, les États africains continuent à payer la dette coloniale. C'est-à-dire que l'Europe a dit, j'ai investi en Afrique des infrastructures durant la colonisation. Maintenant que je suis parti, vous me remboursez ce que j'ai investi en Afrique. Beaucoup de milliards que nous perdons tous les ans et qui sont versés dans le trésor français, l'ex-métropole. Notre monnaie est garantie par le trésor français. Toutes les richesses naturelles que nous exportons dans l'ex-métropole alors sont assujetties à, n'est-ce pas, la garantie que l'Europe effectue sur notre monnaie. Si nous avons un jaay sunu or bi ak sunu zircon bi ñu waroon ko jaay par exemple 1000 francs ci sunu richesse naturelle yi ci lañ koy jaay. Donc duñu leen jox duñu ñu jox xaalis mais richesse naturelle lañ ñuy jox lañ leen di jox ñoom mooy sunu zircon bi sunu or bi sunu coof bi kenn mënatul lekk coof Sénégal te pourtant fi lañ koy nappe boo demee Europe da nga koy lekk. Or bi boo koy jënd da ngay dem Europe jënd ko mu gën a yomb te Sénégal lañ koy jëlee. Zircon bi waxaale wuñu ko. Mais est-ce que nous devons continuer comme ça en espérant un paradis où on dira orange va venir, mangue, poulet, tout ça va venir. Est-ce que nous devons continuer à penser comme ça? Est-ce que nous ne devons pas dire ici sur terre orange vient, mangue, poulet, que ça soit là avant d'aller à l'au-delà? C'est possible. C'est possible que les Africains vivent le paradis en Afrique avant de le vivre à l'au-delà. Donc pendant 4-5 siècles, ça a été comme ça. Et cette exploitation de nos richesses s'est terminée en 1960, terminée entre guillemets, avec les indépendances. Certains pays ont utilisé l'indépendance, la voie violente, pour arracher leur indépendance et partir par eux-mêmes. C'est comme l'Algérie. C'est comme la Guinée qui a dit non, mais quand on dit non aussi, il y a des conséquences. On vous fait le chantage. Vous ne marchez pas.
Le Sénégal qui a dit oui, oui dans la communauté française, nous voulons l'indépendance, mais rester dans la communauté française, nous avons la paix. C'est compliqué. Sékou Touré dit non, je veux l'indépendance, et non, Aménian, je sors de la communauté française. Il est tué. La Guinée n'a rien. Senghor dit oui à l'indépendance, mais restez toujours dans la communauté française, vous avez la paix. Et tous ceux qui ont dit oui dans la communauté française, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, nous subissons toujours la domination de l'Occident. Par ce qu'on appelle le néocolonialisme, qui passe maintenant par des moyens subtils, par des accords de partenariat, ce qu'on appelle les APE, accords de partenariat économique, qui sont plus en faveur de l'ex-métropole que des pays africains. Et face à toute cette histoire ténébreuse, face à toute cette histoire imposée par l'Occident, provoquée, causée par l'Occident, et qui fait partie des causes du sous-développement du continent africain, est-ce qu'on doit nourrir un sentiment de honte, ou est-ce que cette belle histoire, que cette histoire ténébreuse doit nous amener vers la prise de conscience et nous conduire à la renaissance africaine? Jamais une histoire ne devra nous rendre honte. L'Afrique a dit oui au pardon quand le pape Jean-Paul II a demandé pardon à l'Afrique. Les Africains ont dit oui au pardon, mais non à l'oubli. Nous pardonnons tous ceux qui ont mis la main dans la machine esclavagiste, mais jamais nous n'oublierons notre histoire. La connaissance de cette histoire doit nous pousser, comme nous disait Iba Der Thiam en maîtrise, à développer le sentiment de cohésion. Quand on partage la même histoire, quand on partage la même couleur de la peau, quand on partage la même race, quand on partage le même continent, quand on partage les mêmes valeurs culturelles, nécessairement nous devons partager la même destinée. Et à partir de ce moment, la connaissance de notre propre histoire devrait nous amener vers une unité politique. Et selon Cheikh Anta, cette unité politique, cette fédération des pays africains est la seule issue pour permettre à l'Afrique de se développer. C'est pourquoi déjà en 1954, dans Nation Agriculture, qui est sa thèse qu'il devait présenter en 1951, Cheikh Anta disait que seul l'État fédéral est viable. Il disait à Senghor, à Mamadou Dia, à Valdiodio, à tous ceux qui demandaient l'indépendance, à Modibo, qu'il faut partir à l'indépendance de manière groupée. Mais ce message-là n'arrangeait pas la métropole. Parce que tant que les Africains sont unis, la métropole ne peut pas nous exploiter. C'est pourquoi la Fédération du Mali, excusez-moi, la Fédération du Mali, j'ai dit petite parce que ça regroupait quelques pays, la Fédération du Mali n'a pas duré longtemps. Et parmi les facteurs de cette cassure, il y a nécessairement la main de l'ex-métropole, qui ont tout fait pour que Oufouet, qui ont tout fait pour que Modibo et Senghor et les autres se cassent. Donc seul l'État fédéral est viable. Cheikh Anta dit, cet État fédéral ne peut se construire que sur la base d'une unité culturelle. C'est pourquoi il a écrit les fondements culturels d'un État fédéral. Cela veut dire quoi? Le partage de la même identité culturelle doit être un vécu quotidien de chaque Africain. Sénégal, vous faites que nous sommes sur le bord, mais ne pensons même pas à l'Afrique. Si au Sénégal, il y a des discours haineux, des discours de race, s'il y a la promotion d'une ethnie au détriment des autres, s'il y a la promotion d'une famille au détriment des autres, s'il y a la promotion d'une confrérie, d'une ethnie, d'une religion
la cohésion nationale ne peut pas se construire. Et seul Senghor, il faut le lui reconnaître, avait réussi à construire cette unité nationale. Un président chrétien élu à 95% par des musulmans, accompagné par des chefs religieux durant tout son magistère. Parce que dans le discours de Senghor, vous ne sentirez jamais les clivages ethniques, les clivages religieux, les clivages confessionnels. Et c'est ça une nation. Cheikh Anta nous pousse à nous identifier par rapport à un passé commun. Que le Sérère, le Pulaar, le Ndiago, le Laobé, le Wolof se sentent dans la même culture, dans la même histoire, dans le même passé et développent de ce point de vue-là une unité nationale. Et j'en appelle aux porteurs de voix, aux chefs religieux, aux politiciens d'insister sur ce discours de cohésion nationale. D'éviter les discours d'ethnie, les discours partisans qui nous éloignent plus qu'ils ne nous rapprochent. Et tout le monde est témoin des derniers développements des temps passés avec ces genres de discours sur notre paysage politique et public, qui est un discours extrêmement dangereux. C'est ce discours-là qui avait conduit au génocide rwandais en 1994 entre les Hutus et les Tutsis. Et ça commence à pulluler dans notre espace public. L'espace public, je suis tout à fait d'accord, il est laïque. C'est-à-dire, dans l'espace public, il n'y a pas une prédominance, il n'y a pas une priorité accordée à telle ou telle autre confession ou telle autre ethnie. Et seule l'histoire nous permet de régler ce problème. D'après Cheikh Anta, cette unité culturelle est le fondement de l'unité économique, est le fondement de l'unité politique. Si les Africains parviennent à se reconnaître à travers une seule culture et dont la source est la vallée du Nil, nous pouvons dégager les bases de notre unité politique. Et pour Cheikh Anta, cette unité culturelle, cette conscience de l'unité culturelle passe nécessairement par l'éducation. Cheikh Anta a dit, qui contrôle votre éducation contrôle votre destinée. Si un peuple confie son système éducatif à un autre peuple, Cheikh Anta est le premier à avoir défendu la refondation de notre système éducatif, à insister sur des programmes plus intravertis qu'extravertis. Comme disait Senghor, il faut d'abord nous enraciner avant de nous ouvrir à l'étranger. Il faut que nous apprenions à connaître notre histoire, à connaître notre culture et notre civilisation. Et si tel est le cas, l'Ivoirien et le Sénégalais vont se retrouver quelque part. Le Guinéen et le Togolais vont se retrouver quelque part. Que les frontières tracées en 1884 et 85 à la conférence de Berlin par Bismarck et les autres, que ces frontières-là doivent sauter. Tout le monde sait que la Gambie, qui est comme une petite banane dans la gueule du Sénégal, alors fait partie de notre pays. Que la Gambie et le Sénégal peuvent constituer un seul et même pays où il y a une libre circulation des produits, des personnes, des devises, des capitaux au bénéfice des populations. Si vous achetez quelque chose en Gambie, mais on le prend parce qu'on nous a divisés. Tout le monde sait que le Mali, ce grand pays-là, et la Côte d'Ivoire partagent les mêmes valeurs, de même que le Sénégal. Il faut que ces frontières dessinées injustement par la conférence de Berlin soient revues. Que les peuples africains se sentent sur un même territoire comme étant des frères qui ont partagé la même histoire. Et si ce rêve de Cheikh Anta se réalise, si l'unité africaine devient une réalité, le pétrole du Nigeria, l'or du Sénégal, le zircon du Sénégal, l'électricité du Niger, la France n'a rien. Moi j'y suis allé, j'ai vu que tout marche sur la base de l'électricité et du gaz.
Il fait très froid, il faut du gaz. Ils ne le produisent pas, ça vient du Niger. Ça vient du Niger. Alors, si l'unité culturelle se réalise, si l'unité politique se réalise, comme disait Abdoulaye Wade, qui avait accepté de renier à sa présidence pour devenir un simple gouverneur africain, l'Afrique reviendra aux Africains. Et si l'Afrique revient aux Africains, si les ressources africaines sont exploitées au profit des Africains, l'Afrique sera un Eldorado, le Chignon. Parce que toutes les richesses sont sur le sol, sont dans le sous-sol, sont dans la mer et sont sur l'espace, dans l'espace. C'est pourquoi un grand géographe disait « L'Afrique est comme un mendiant assis sur une mine d'or et qui tend la main ». Je vais conclure en disant ceci. Notre histoire ne doit pas développer en nous un sentiment de honte. Notre histoire ne doit pas développer en nous un sentiment qui nous rend incapables, désespérés, qui ne nous permet pas de regarder l'avenir avec optimisme. Notre histoire ne doit pas développer en nous le sentiment de haine à l'égard du blanc. Tout ce que j'ai dit à l'égard du blanc, comme disait l'autre, le poète, je suis d'un racisme antiraciste. Nous ne sommes pas des racistes, mais nous n'accepterons pas que notre destinée soit entre les mains des blancs. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est temps que la France dégage. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il est inadmissible en 2023 de rencontrer une base française au Sénégal. Moi, je suis de ceux qui pensent que la sécurité des Sénégal doit être entre les mains des Sénégalais. Moi, je suis de ceux qui pensent que les ambassades françaises, italiennes, espagnoles, portugaises, autant ces ambassades sont traitées dans les pays sous-développés, autant nos ambassades doivent être traitées dans les pays développés. Je suis de ceux qui ne sont pas d'accord que quand un président sénégalais se rend en visite officielle en France, que le président français l'attend devant le palais, il ne descend même pas les escaliers pour aller le saluer. C'est le président africain qui va monter à l'escalier, saluer le président français qui l'amène à l'intérieur. Mais quand le président français doit venir en Afrique, par exemple au Sénégal, que je connais le mieux, pendant une semaine, les élèves ne vont pas à l'école. Le jour, tous les élèves sont mobilisés sur la route depuis l'aéroport avec des drapeaux. C'est des affiches, c'est des affiches du président sénégalais et du président français ensemble. Le jour venu, c'est le président lui-même avec tout son gouvernement. Le président français, je vous ai dit, il l'attend devant le palais. Il ne descend même pas les escaliers pour le saluer. Ici, c'est le président avec l'ensemble de son gouvernement qui va à l'aéroport et attendre que l'avion atterrit sur le tarmac. Et quand l'avion atterrit, alors le président est accueilli par notre président qui salue les ministres et les membres du gouvernement. On va au salon d'honneur, on fait une petite réunion, et ensuite c'est le cortège qui passe devant les élèves qui ont le drapeau français, le drapeau sénégalais qui balance comme ça. Mais imaginez dans la mentalité du président français, Emmanuel Macron, il dit voilà, ils sont comme ça, ils sont comme ça, les Africains, ils sont comme ça. Ils sont éternellement nos maîtres, parce qu'ils acceptent d'être éternellement nos maîtres, nos esclaves. Ils ne veulent pas s'émanciper. Donc je suis de ceux qui pensent que vous, la jeune génération, c'est à vous de rompre cet esclavage mental d'abord, avant de le rompre physiquement. Le rompre mentalement, c'est se dire que la vérité ne sonne pas toujours blanche, que nous avons des références comme Cheikh Ahmadou Bamba, qui est un nègre comme vous et moi. Le mot nègre n'est pas péjoratif, mais vous ne le retrouvez pas dans le dictionnaire, vous ne le retrouvez pas dans le langage informatique. Langage informatique, vous écrivez nègre, il le souligne. Parce que nous, je le dis à mes élèves de S, vous ne pouvez rien faire.
bu lampe bi lakkee kër ga sax terminal S2 ngay def mënoo changer lampe bi monter beneen lampe dañuy wooyu électricien bi mu dem changer lampe bi monter benn tu fais la terminal S2. Ça nous sert à quoi notre programme aussi? On ne peut rien faire, on est là, on attend. TikTok génn na ah nañ dem dugg TikTok beneen génn nañ dem dugg mais lu ñu def ñun amuñu l'Afrique on n'a pas de satellite. Suñ président yi lu ñu wax ñeneen ñi dégg nañ ko amuñu satellite, tous nos appels passent par les satellites des autres. 54 États, 1 milliard de personnes. 54 États nous sommes 1 milliard et quelques de personnes avec toutes les richesses. Donc c'est à vous la jeune génération de changer la donne, de se dire que vous en êtes capable. Nous, notre chemin est déjà fait. Mais c'est à vous la jeune génération de prendre conscience de vos potentialités, de se dire, comme disait Cheikh Anta, en chacun de vous dort un génie qu'il faut réveiller. Que même si le programme ne réveille pas, que vous devez réveiller en vous-même. J'ai suivi récemment 2 vidéos de Pape Sidi Fall avec des jeunes qui n'ont même pas fait l'école à Ndiaye, des jeunes qui n'ont pas été à l'école, qui ont construit, fabriqué des appareils qui permettent de faire sortir le pétrole. Mais c'est extraordinaire. Malheureusement, on ne va pas les exploiter. C'est ce qui fait le développement d'un pays. Encourager la science, encourager les jeunes à innover, à penser par eux-mêmes et à se développer, car l'Afrique, l'avenir de l'Afrique est entre vos mains. Je veux que vous en soyez conscients, vous les jeunes, les élèves. L'avenir est entre vos mains. Que vous ayez le bac, que vous soyez au Canada, en France, en Espagne, un peu partout dans le monde, sachez que vous êtes des nègres. Parce que j'ai vu des nègres qui ont quitté ici le Sénégal, qui ont le bac, qui sont partis, qui se sont métamorphosés. Je donne l'exemple de Diary Sow, tant d'autres. Parce qu'ils ne vont pas vous laisser. Ils ne vont pas vous laisser, ils vont vous suivre. Soyez intelligents, ils vont vous suivre. Et ils feront de sorte que vous changez de discours. Si vous êtes porteur de voix, ils ont su que Diary est une porteuse de voix, ils ont su que Diary est une étoile brillante, mais elle va briller pour l'Occident et non pour l'Afrique. Ils sont très forts, ils sont très puissants. Je vous remercie de votre attention. J'aime toujours rappeler dans ces situations l'image, la parole, le propos de Nicolas Boileau. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Suñu maam kocc ni lu sell sa xel sellin si waxin ba Pape loolu nga fi def tey. Je dis, son exposé se résume en 10 phrases. 10. Et pour camper le débat, il a commencé à livrer sa viatique. Je dis, c'est une viatique chez Pape Farisei. Mais il n'a rien inventé. Il reprend juste les propos, l'idée, le sens profond de l'engagement de son maître, Cheikh Anta Diop. Enseigner notre histoire, apprendre notre civilisation. Voilà le prétexte de sa communication. Et tel est aujourd'hui le slogan brandi par des professeurs par-ci, des élèves par-là. Revenons à notre culture, à notre tradition, à notre civilisation, à notre être en tant que tel. Voilà la première phrase. Ensuite, Pape Fari a montré véritablement le sens, l'élévation manipulatrice, mensongère de la colonisation, avant de la colonisation, de la traite négrière, je voulais dire. Le blanc homme civilisé ne s'est pas levé un beau jour pour traiter, maltraiter ou bien exploiter le nègre. M. Sey a donné les raisons. Pour exploiter les terres de l'Amérique, pour trouver les ressources physiques, il fallait descendre en Afrique. Il a même donné le canal par lequel les Blancs sont arrivés en Afrique. Donc il fallait trouver de la main-d'œuvre. Et qui était en pôle position pour régler ça, c'était le nègre. Bien bâti, machallah, robuste, comme Nyom Nyan. S'il était là en temps d'esclavage, mais effectivement, M. Sey a donné un détail qui m'a attiré, le nombre de dents du nègre. Mais c'était la jeunesse.
Le blanc donc a dépouillé l'Afrique. Et il a aussi rappelé l'ignominie de la traite négrière pendant 4 siècles. Effectivement, sur la berge, il est là, l'auteur de ce fameux ouvrage, M. Nia, mon frère, collègue, ami que je salue au passage. À Gorée, fréquemment, les requins se baladaient parce qu'il y avait de la nourriture et de la bonne nourriture. Je précise même que du temps de la traite négrière, ces nègres, guerriers robustes qui tombaient parfois malades, étaient tout simplement jetés à l'océan pour servir de requins, de nourriture aux requins. Parce que tout simplement, il faut le dire, à ce pareil moment, certaines maladies se développaient rapidement, comme la gale, la diarrhée, etc. Donc il fallait se débarrasser rapidement de ces nègres en situation délicate. Il fallait les jeter à l'océan. Et triste réalité, ça me rappelle le poème La cale de Aimé Césaire. Ces cris bruissants qui sortaient de cette cale, qui montraient la douleur, l'atrocité de la souffrance des nègres. Difficiles conditions que parfois même à les rappeler, nous avons des frissons. Et j'adore aussi cette transition de notre conférencier du jour. C'est un mensonge de dire que l'esclavage a été aboli. Le blanc n'avait plus besoin de notre force. Parce que la révolution industrielle venait de voir le jour. La robotisation, la machinisation. Il fallait donc faire comprendre aux Noirs, aux Nègres, que la révolution, l'esclavage, c'était fini. Non. Et pire, l'esclavage, entre guillemets, a été aboli. Place maintenant à la colonisation. Colonisation pour récupérer quoi? Les matières premières du continent africain. 3 siècles d'esclavage, 1 siècle de colonisation. Et cette colonisation avait vu des résistants. Pape Farisei, docteur, a rappelé bon nombre de ces résistants qui aujourd'hui même ont influencé d'autres et toujours qui apparaissent sous le joug de la menace de l'Occident. Dès que vous prononcez le mot Sankara, il a parlé de l'informatique. Mais les fluo aussi, on appelle fluo, c'est un langage moderne qui donne alerte à l'Occident pour dire un résistant est né. Il a prononcé le nom de Sankara, il a prononcé le nom de Che Guevara, le nom de Malcolm X, etc., etc. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La colonisation remplace l'esclavage, mais la résistance est là. Et ce discours de Sankara, nous dit Dr Pape Farisei, de Cheikh Anta Diop, doit triompher. Triompher pour qui? Pour cette jeunesse. C'est là où il a parlé d'une destinée commune. Une belle parenthèse pour montrer quoi? Que Cheikh Anta Diop était un visionnaire, au-delà d'être un savant. Il a parlé de l'unité. Quelle unité? Une unité politique. Une unité politique qui repose sur 2 éléments, 2 variables. Une unité culturelle et une unité nationale. Quelle pertinence de notre docteur. Et cette unité doit engendrer la 8e phrase, ou la 8e, je dirais bien, le 8e élément de son analyse. Cette unité nationale doit faire sauter toutes les frontières géographiques tracées par qui? Par le blanc, ou à la conférence de Berlin. Message très clair. Et pour cela, maintenant, le docteur a rappelé que cette histoire difficile, dure, pénible, je ne dirais pas malheureuse, parce que dictée, ne devrait plus être une source de honte, mais tout simplement un paradigme pour nous élever vers le changement. Il a parlé de la négro-renaissance, terme qui est apparu même dans les années 1890 avec notre docteur aussi en philosophie William Du Bois. Nous devons aujourd'hui, nous la jeunesse, réincarner cette philosophie de la négro-renaissance pour se créer une puissance autonome, une puissance endogène afin d'exister comme une nation qui va cultiver le 9e axe de Pape Farisei, le respect. L'image de l'accueil chaleureux du président de la France, mais en dit long. Tel un esclave qui retourne voir son maître, qui défile sous l'autorité d'une puissance extérieure, mais parfois on perd même les mots. Je dis les mots sont de faibles béquilles
pour exprimer tout simplement ce sentiment de mécontentement qui nous anime devant une telle scène, devant de tels scénarios. C'est lamentable de le dire. Et il a terminé par dire qu'il est l'heure, qu'il est temps de rompre avec ce qu'il appelle l'esclavage mental. Vive la révolution qui se fera dans la douceur, qui se fera dans l'intelligence, qui suscitera une intelligentsia typiquement nègre, nègre au sens propre, comme une réappropriation. Merci beaucoup, cher docteur. Merci, cher public.